Ce soir, à l'émission, la journée de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes est soulignée à Saint-Eustache. Les violences chez les femmes sont plus chroniques, plus intenses et mènent souvent à des féminicides. Et Moisson-Laurentide lance ses activités de décembre avec la grande guignolée des médias. On recevait 25 000 demandes de ménage. Aujourd'hui, c'est 30 500 demandes. En entrevue, je reçois l'écrivaine et cinéaste Lucie Lachapelle, récipiendaire du prix Excellence au Grand Prix de la culture des Laurentides. C'est un message d'ouverture, Oui. de fraternité. Je m'entretiens également avec Dany Saint-Pierre, ambassadeur du 13e défi 28 jours sans alcool. Le défi 28 jours, c'est un peu comme un moment pour prendre le pouls de sa consommation d'alcool. Enfin, Maude Pilon-Bernier nous démontre en quoi le sport peut contribuer au développement des jeunes en situation de vulnérabilité. On offre des services psychosociaux auprès des cocos qui vivent dans des conditions un petit peu précaires. Bienvenue à Accès local. Mercredi 10 décembre 2025, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Clara, samedi dernier, c'était le 6 décembre, jour de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. 2 jours avant, il y a un organisme de la région qui a organisé son propre événement. Vous y étiez. Oui, Claude, c'était à la Mouvance, centre de femmes situé à Saint-Eustache. C'est un centre de jour pour les femmes qui offre toutes sortes de services, de l'accompagnement, du dépannage, de la relation d'aide. Pour l'occasion, la Mouvance organisait avec ses membres une activité de commémoration et de dénonciation de la violence faite aux femmes. Le 6 décembre, bien sûr, c'est pour souligner ce triste anniversaire de l'attentat de Polytechnique en 1989, où 14 femmes se sont fait tuer parce qu'elles étaient des femmes. Mais cette journée, c'est aussi l'occasion de rendre hommage à toutes les victimes de féminicides et à celles qui se sont fait tuer cette année. Au Canada, ce sont 133 femmes qui se sont fait assassiner cette année entre janvier et novembre, selon les chiffres de l'Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilisation. Toujours selon l'Observatoire, les femmes autochtones sont surreprésentées dans ces statistiques puisqu'elles constituent 36 % des femmes assassinées. Au Québec, ce sont 16 victimes de violences qui en sont décédées cette année, dont 9 dans un contexte de violence conjugale. Et dans les Laurentides, nous avons eu aussi notre drame cet automne avec le meurtre de Gaby Renaud. L'homme accusé avait déjà un passé criminel et était un multirécidiviste en violence conjugale. Et quelle forme a pris la cérémonie au Centre de femmes La Mouvance jeudi? Alors, lors de la commémoration de la semaine dernière, les membres de l'organisme ont nommé les femmes qui se sont fait assassiner cette année en déposant une fleur blanche à leur mémoire au pied du petit monument du jardin du Centre de femmes. Des cailloux sont aussi déposés à chaque fois qu'un féminicide est commis dans la province. Je vais partager un petit extrait avec vous de la cérémonie de jeudi dernier, suivi d'un commentaire de Marianne Donnon, intervenante au Centre de femmes La Mouvance, qui nous explique pourquoi ces moments de commémoration sont importants. On a un devoir de mémoire collective dans la collectivité, mais ici encore plus au Centre de femmes parce que les violences chez les femmes sont plus chroniques, plus intenses et mènent souvent à des féminicides. Donc, c'est important de continuer à se rappeler de ces violences-là, se rappeler de ces féminicides-là pour qu'on ne prenne pas rien pour acquis. Parce que depuis le drame de Polytechnique, bien sûr, il y a eu des avancées pour la condition féminine. Les intervenantes de la Mouvance me parlaient de la sensibilisation qui a été faite quant au contrôle coercitif, que ce soit dans un contexte de violence conjugale ou non. Donc, ça fait référence à toutes les actions qui sont mises en place pour dominer une personne, que ce soit par la manipulation, le chantage émotif, le contrôle de l'argent ou de l'habillement, par exemple. Ben justement, il y a un projet de loi là, qui vient d'être déposé sur ce sujet précis à la Chambre des communes. Oui, tout à fait. Donc, hier, le projet de loi C-16 a été déposé. Il comporte plusieurs points, mais s'il est adopté, le contrôle coercitif deviendrait un crime. L'objectif serait de pouvoir agir avant que la violence ne devienne fatale. Justement, à la Mouvance, on m'a beaucoup parlé des avancées juridiques. Madame Donnon nous en donne un autre exemple. La loi le 4 décembre 2024 qui est sortie pour dire on n'a plus le droit, lors d'agressions sexuelles, de demander à la victime qu'est-ce qu'elle portait, pourquoi elle n'a pas quitté. Donc, c'est toutes des questions qui revictimisaient la personne et qui faisaient perdre sa crédibilité. Donc, il y a toutes sortes d'avancées. Depuis 89, il y en a vraiment beaucoup. Mais bien sûr, il reste beaucoup de travail à faire. Oui, tout à fait. Madame Donnon et Vicky Ouellette, directrice générale de la Mouvance, me parlaient du sentiment de sécurité pour toutes les femmes qui n'est pas encore atteint et aussi l'équité salariale. Mais tout ça
me disait-elle, ne peut pas être atteint sans financement massif dans les ressources, du financement dans les ressources d'aide pour les femmes, bien sûr, mais aussi pour les agresseurs, dans les ressources en santé mentale, dans le système de santé et d'éducation. Donc, elle me parlait vraiment d'un problème qui est systémique et bien sûr, c'est une réalité qui les touche aussi. On écoute à ce propos Mme Ouellette. On répond aux besoins du mieux qu'on peut. Est-ce qu'on répond à tous les besoins? La réponse est non. Est-ce qu'on répondrait à plus de besoins avec plus de financement? La réponse est oui. On est situé à Saint-Eustache, on couvre jusqu'à Oka. Donc, évidemment que les femmes qui sont à Oka, qui ont des enjeux de transport, des enjeux de mobilité, ils peuvent pas se rendre à nous. L'offre de la mouvance ne fait qu'augmenter. Les membres ont doublé dans les dernières années, mais avec une équipe réduite et des horaires réduits aussi. Merci Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question de la grande guignolée des médias. À plus tard, Claude. Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides souligne le travail des équipes du Centre de cancérologie de Saint-Jérôme qui s'est vu remettre plusieurs distinctions tout récemment. Parmi les honneurs reçus se trouve le prix Coup de cœur du rendez-vous de l'amélioration continue du réseau de la santé et des services sociaux et le prix bronze du Salon des meilleures pratiques d'affaires du Mouvement québécois de la qualité. Selon le CIS des Laurentides, le Centre a réussi à transformer ses pratiques pour offrir un accès plus simple aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches. Le Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord annonce la construction d'une école modulaire sur le terrain de l'école Val-des-Monts, détruite partiellement par un incendie le 12 septembre dernier. La nouvelle école permettra aux élèves et à l'équipe école de retrouver leur quartier d'origine dès la prochaine rentrée scolaire. Le CSS-RDN lance par le fait même un appel d'offres pour la construction de l'école et la réhabilitation du gymnase. L'écrivaine et cinéaste Lucie Lachapelle a reçu le prix Excellence dans le cadre des 35e Grands Prix de la culture des Laurentides pour son ouvrage intitulé « Les yeux grands ouverts, fragments de vie », dans lequel elle raconte 34 moments de sa vie liés au monde autochtone. C'est un plaisir de la recevoir. Bonsoir, Madame Lachapelle. Bonsoir. Mais d'abord, félicitations pour ce prix. Dans ce livre, vous condensez à l'intérieur de 34 récits, je le disais, des récits assez brefs, votre vie de femme blanche avec, auprès et parmi les Premières Nations. Vous en faites, dites-vous, votre testament artistique, votre message ultime. Quel est-il, ce message? C'est un message d'ouverture, oui. De fraternité. Pour moi, c'était très important là, de faire vivre aux lecteurs une rencontre, des rencontres, oui. Comme moi, j'ai eu le privilège de vivre. Parce que je suis bien consciente qu'on a beau parler de réconciliation, tout ça, une majorité de citoyens n'ont pas l'occasion de côtoyer, n'ont jamais eu l'occasion de côtoyer les peuples autochtones. Absolument. Et donc, moi, je l'ai eu, et je me suis dit dans ça, parce qu'avant, j'ai écrit des romans, des nouvelles, je vais tenter par les mots, par le choix des mots, des situations, des personnages, de faire rapprocher le lecteur le plus possible d'une rencontre avec sensibilité. Oui. Pour le meilleur et pour le pire, parce que c'est pas toutes des expériences positives. Non, tout à fait. Mais bon, donc, les yeux grands ouverts, vous le dites, ça fait référence à tout ce que le regard peut embrasser, oui. Mais aussi à l'ouverture du cœur et de l'esprit. Vous êtes arrivé, vous, au Nunavik, à l'âge de 18 ans. C'était oui. Pour un travail d'étudiante. Et dès le départ, vous avez été extrêmement agacé par cette espèce de condescendance des Blancs à l'égard des Autochtones, pour ne pas dire le mépris et même le racisme. Tout de suite, vous avez eu envie de les connaître et de vous mêler à eux. Dès le départ, est-ce que ça vous marginalisait, ça? Oui, ça m'a marginalisé toute ma vie, je dirais. Hein? Oui. Peut-être un peu moins aujourd'hui, parce qu'il y a quand même une évolution qu'il y a eu dans la société au cours des 10 dernières années, hein, concernant nos relations avec les Premières Nations. Mais à cette époque-là, oui, ça me marginalisait beaucoup, absolument. Vous avez néanmoins embrassé cette culture-là, mais dites-vous, ça je trouve ça très intéressant, avec le goût d'apprendre sans devenir une autre. Ça me semble très important, ça. Oui. Sans devenir l'autre. Oui, c'est ça. C'est sûr que quand on est jeune, c'est tentant hein, de vouloir un peu devenir l'autre, s'habiller d'une certaine façon. Oui. Mais non, je veux dire, moi, j'étais toujours consciente de qui j'étais.
sais. Et puis, donc, je voulais m'ouvrir et apprendre parce que, bon, c'était un monde tout à fait différent, comme si j'étais en territoire étranger, finalement. Oui, ben c'est ça. Et aussi dans votre documentaire, La Rencontre, vous interviewez des femmes qui ont vécu un peu la même vie que vous et qui présentent justement on est toujours au Québec, mais elles vont dire c'est comme vivre dans un autre pays. Absolument, absolument. La culture est vraiment totalement différente. Absolument, oui. On le voit d'ailleurs même dans la scène du repas, là. Ah oui, ah oui. C'est quelque chose, c'est des images chocs parce que on consomme pas la nourriture comme ça ici. Et c'est, oui. D'ailleurs, dans la rencontre de l'autre, on peut avoir des chocs culturels aussi, mais on peut trouver beaucoup de points communs aussi parce qu'on a une humanité commune, hein? Et c'est ça que j'essaie de faire comprendre aux lecteurs, de faire saisir. Quand vous êtes parti au nord, Madame Lachapelle, vous avez laissé le sud derrière vous. Ça, vous n'en parlez pas dans votre livre, mais comment est-ce que vos proches ont réagi ici au sud? J'aurais pu partir, à cette époque-là, au Mexique, en Inde. Il y avait un grand mouvement là, des jeunes, des découvertes du monde. Et donc, c'est ça, c'était un peu un choc pour ma mère. Mon père était décédé. Mais bon, la référence culturelle pour les Québécois, c'était Agaguc, là. Il y avait rien, presque rien d'autre. Donc, c'était comme un grand mystère. J'étais un peu aventurière, si on peut dire. Oui. Bon, pour la suite des choses, vous avez parcouru les territoires de la baie James et de l'Abitibi. Vous y avez enseigné. Vous avez partagé votre vie avec un CRI avec qui vous avez eu vos enfants. Je sais que vous ne vivez plus avec Georges, le père de vos enfants, mais quel contact gardez-vous avec le Nord en ce moment? Oui, bien malheureusement, je suis retournée dans le Nord après. Là, mes expériences, mon vécu personnel pour le travail. Mais là, ça fait quelques années que je suis pas allée. Hein. C'est très dispendieux prendre l'avion pour aller au Nunavik. Oui, et la vie coûte cher là-bas. La vie coûte très cher, tout ça. Mais j'ai des contacts par Internet avec mes anciens élèves. Oui. Pour l'Abitibi, mais j'y vais régulièrement là parce que mon fils vit encore là et je suis restée très proche de la famille de mon ex-conjoint. Oui. Et j'ai encore des amis personnels, là, c'est très présent pour moi. Et vos petits-enfants sont forcément en Abitibi aussi. J'en ai un qui est dans la région de Montréal, puis l'autre est en Abitibi. Oui, parce qu'ils ont grandi. Hein? Oui, non, mais c'est pas une coupure. J'ai jamais eu une coupure avec ces univers-là. Hein? Ça fait toujours partie de ma vie, bien que là, je vive à Oka. Moi, j'ai relevé une chose dans votre livre, c'est que vous ne faites jamais un portrait idéalisé des Autochtones. Vous nous les présentez tels qu'ils sont, avec leurs qualités, leurs défauts, leurs blessures aussi, et ce qui les a causées. Ça, c'est une chose à laquelle on prend de plus en plus conscience. Oui. Alors, ce dialogue là, que vous souhaitez et cette réconciliation à laquelle vous rêvez, est-ce que vous y croyez? Ça va vraiment arriver? On est en chemin, mais on dirait que c'est pas acquis. Là. Oui, je pense que oui. Je pense que beaucoup, avec la présence des écrivaines des Premières Nations, des Inuits, il y en a moins, hein, mais ça viendra peut-être. C'est ça, avec les films, le cinéma, avec de plus en plus de leaders se font entendre, mais c'est certain qu'il y a des conflits encore, des incompréhensions. Hein? Puis il y a des questions d'envergure nationale, économique et du développement. Là. C'est certain que ça, on est à différents niveaux. Donc, moi, j'espère que d'année en année, on a une évolution positive. On l'espère nous aussi. Alors, je rappelle que cet ouvrage s'appelle « Les yeux grands ouverts, fragments de vie ». C'est signé Lucie Lachapelle aux éditions de La Pleine Lune. Madame Lachapelle, c'était un plaisir de discuter avec vous. Un plaisir pour moi. Merci beaucoup. La 4e édition de l'événement Marché Noël à Saint-Jérôme, tenu du 5 au 7 décembre dernier, a reçu un record de plus de 27 000 visites dans les 6 salles d'exposition, soit une hausse de 50 % par rapport à l'an dernier. Les retombées de cette 4e édition, qui sont estimées à 675 000 $, profitent au commerce du centre-ville, aux entreprises touristiques et aux artisans et exposants. Lors de la séance publique spéciale du 8 décembre dernier, la Ville de Sainte-Thérèse a adopté son budget pour l'année 2026 qui s'élève à plus de 76 millions de dollars. Ce montant marque une hausse de près de 6 % par rapport à l'année dernière. Christian Charron, maire de la Ville de Sainte-Thérèse, affirme que le budget de cette année a été impacté par différents facteurs, dont l'augmentation générale des prix.
Plusieurs projets sont prévus pour la prochaine année, comme la mise en service du nouveau service Bixi et l'aménagement d'une terrasse sur les rives de la rivière aux Chiens au parc de la Rivière. Le sport peut-il contribuer au développement des jeunes en situation de vulnérabilité? Maude Pilon-Bernier répond à cette question dans le reportage qui suit. Au coin de ma rue, qui est le centre de pédiatrie sociale Rivière du Nord, c'est en fait un organisme de bienfaisance qui vient en aide aux enfants les plus vulnérables de la communauté. En fait, on les soigne et on offre des services psychosociaux auprès des cocos qui vivent dans des conditions un petit peu précaires chez nous. Donc, on est une équipe composée de médecins, travailleuses sociales, d'intervenants et de thérapeutes qui s'occupent de plus de 350 enfants. Pour moi, je trouve ça comme une famille. Puis on m'accueille super bien avec des animaux, pogo, kiwi. Aussi, on m'accueille aussi avec de la nourriture. Puis on fait beaucoup d'activités comme effectivement ça. Puis aussi, on est allé voir le Rocket, on est allé à Compte-Parents. On fait beaucoup d'activités. Puis je trouve ça très le fun. En fait, on s'associe avec les Cougars de Cap Jeunesse qui viennent faire des matchs amicaux avec nos cocos. Il faut savoir que les sportifs et les jeunes comme ça qui ont réussi à s'intégrer dans le sport en école, c'est des modèles pour nos enfants. On veut leur prouver que tout est possible dans la vie, même pour ceux qui ont moins de chance que les autres. Et donc, de pouvoir rencontrer comme ça des jeunes qui ont réussi, qui acceptent aussi, c'est beau de voir les Cougars venir chez nous, en fait, ici au deck hockey avec nos cocos. C'est comme un échange entre deux communautés qui se fait de façon naturelle à travers le sport. Il n'y a rien de mieux au niveau de la collaboration, l'équipe. Honnêtement, j'avais hâte. On le sait que les jeunes, ils ont hâte de nous voir. Puis ça nous permet de passer un moment entre amis puis en même temps de rendre heureux des jeunes dans le besoin. On sait que ça va amener de la visibilité à l'organisation. Donc ça nous fait plaisir. L'année passée, j'ai reçu en récompense un vélo pour ce que j'avais fait dans le hockey. Fait que j'ai décidé de le donner à quelqu'un de l'organisation parce que peut-être qu'il en avait plus besoin que moi. En fait, on a 3 animaux au centre de pédiatrie, un chien, un lapin et un chat qui accompagnent en fait les soins. Les médecins acceptent ces thérapies alternatives comme la zoothérapie, la musicothérapie et l'art-thérapie pour améliorer la santé globale des enfants et aussi au niveau psychosocial, ça aide énormément. Non seulement au niveau de l'accueil des enfants dans le centre de pédiatrie, c'est fait comme une maison et le fait qu'on ait des animaux, ça ressemble encore plus à une maison, comme monsieur et madame tout le monde et les animaux viennent accueillir les enfants quand ils rentrent. Il faut savoir que les enfants qui viennent nous voir, c'est des enfants qui parfois n'ont pas confiance, c'est des familles un peu plus... Parfois, certaines sont très marginalisées, donc de se faire accueillir par des animaux, ça vient tout de suite les rassurer et ils sont très très bons en fait et très puissants pour venir aussi apaiser les crises ou les tempêtes intérieures en fait qu'on appelle parce que ça arrive que parfois ils passent des mauvais moments même très 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 difficiles au niveau de ce qui peut arriver chez eux, à l'école, dans la communauté et les animaux quand ils sont là, les enfants ça les tranquillise donc c'est vraiment important de nous venir en aide parce qu'en fait on est une petite équipe, on soigne déjà plus de 350 enfants et la liste continue à augmenter. Il faut savoir que dans la MRC Rivière du Nord, il y a quelques 23 000 personnes qui vivent sous le seuil du faible revenu. Donc vous imaginez le nombre d'enfants qu'on pourrait suivre. Ça n'arrête pas. On s'occupe de la scolarité des enfants, de ceux qui sont en échec scolaire. On offre des ateliers d'aide aux devoirs. On aide plein d'autres choses à travers ça. C'est des endroits en fait sécuritaires où les enfants peuvent s'exprimer et se déposer aussi plus facilement pour ce type de coco-là. Une journée en clinique de pédiatrie sociale, c'est vraiment pas comme une journée en clinique normale. On voit peut-être 8, 10 enfants maximum dans notre journée, donc on prend vraiment le temps avec chaque enfant, avec chaque famille. C'est parce que la santé, là, c'est pas juste un mauvais comportement, une pilule, OK? C'est beaucoup plus que ça. C'est très gratifiant. Okay? Ces enfants-là ont beaucoup plus à leur apprendre que moi, j'ai à leur apprendre. Donc, je vois des enfants avec une résilience incroyable. À la fin de la journée, c'est moi qui ai plus grandi qu'eux autres.
J'ai découvert une équipe multidisciplinaire extraordinaire, du support, de l'accompagnement. On se sent vraiment chez soi, tant comme enfant que comme adulte là, qui entre dans la bâtisse au coin de ma rue. C'est un bonheur, encore une fois, de se retrouver avec Au coin de ma rue aujourd'hui. Si vous voulez donner, je le répète, vous pouvez donner en ligne ou à l'adresse qui s'affiche sous notre écran. À bientôt! C'est un chef, un entrepreneur, un promoteur de la bonne bouffe et des bons produits québécois, un animateur et un auteur, en plus d'être l'un des ambassadeurs du 13e défi 28 jours sans alcool qui se tiendra très bientôt au profit de la Fondation Jean Lapointe. Dany Saint-Pierre, bonsoir. Bonsoir. Bon, certaines personnes vont peut-être trouver qu'on s'y prend un peu tôt, mais il faut dire que cette année, en 2026, le défi 28 jours va se tenir en janvier et février. C'est une nouvelle formule. Pouvez-vous nous expliquer ça en 2 temps, 3 mouvements? Écoutez, c'est fort simple, hein? 2 mois pour pratiquer des saines habitudes de vie. Le défi 28 jours, et comme vous mentionnez un peu plus tôt, ça fait 13 ans que ça dure. C'est la 2e fois que moi, j'ai la chance d'être ambassadeur avec une belle brochette d'amis. Marie-Pierre Morin, Maker Guerrier, Jean-Marie Lapointe, Chloé Deblois. Ensemble, on s'est monté 2 équipes en janvier et en février pour que les gens puissent s'inscrire au défi 28 jours sur défi28jours.com et se faire des équipes pour lever des sous pour la Fondation Jean Lapointe, pour aider à la recherche, la prévention, puis au soutien de saines habitudes de vie, puis surtout de la gestion des dépendances. Voilà. Bon, un des objectifs du défi 28 jours, c'est qu'en y participant, on réfléchisse à notre relation avec l'alcool. Vous êtes vous-même devenu sobre il y a 10 ans, vous vous en cachez pas, vous le dites à chaque fois que vous avez l'occasion de le dire. Alors, moi, j'aimerais savoir quel était votre rapport à l'alcool jusque-là et quelle sorte de réflexion s'est faite pour vous mener à la sobriété, justement. Ben, je vous dirais que à un certain moment donné, moi, ma relation était très festive. Tu sais, c'était vraiment de faire la fête puis tout ça. Là, j'étais pas le genre de gars qui se levait le matin avec un drink dans les mains parce que j'avais la shakeette, là. Mais je vous dirais que, comme beaucoup de gens d'entre nous, la boisson s'immisce dans la plupart de nos activités sociales. Puis après ça, peu à peu, ça devient très, très difficile d'être festif sans boisson. Puis à un certain moment donné, moi, mon piton de festivité était très, très, très fort. Puis je me suis mis à prendre des petits breaks. C'est avec ces petits breaks-là que ça m'a permis de réfléchir à c'est probablement possible. Je pourrais peut-être faire ça un petit peu plus longtemps. Puis j'avais coutume, moi, de me faire des petits 28 jours très personnels à l'extérieur d'une activité comme celle qu'on propose. Des fois, dans des moments dans l'année, puis je me sentais bien, puis j'étais à l'aise avec ça. Donc, le défi 28 jours, c'est un peu comme un moment pour prendre le pouls de sa consommation d'alcool. Puis là, je sais qu'on est dans le rush des festivités cette année. On se prend un petit peu d'avance parce qu'il va y avoir janvier puis il va y avoir février. Mais regardez autour de vous. Regardez ce qui se passe à vos parties des fêtes. Regardez des fois le mon-oncle ou ma tante ou le frère ou la sœur qui t'endort sur le bout de la table vraiment torché à 8 heures le soir. Il y en a. C'est normal. Ça fait partie de nos mœurs. C'est sûr que les plus jeunes boivent de moins en moins. Mais derrière cette espèce de manque de contrôle-là, des fois, il y a une détresse. Des fois, il y a ça cache d'autres affaires. Je pense que le 28 sert à prendre connaissance du fait que est-ce que à chaque fois que je sors de chez nous, j'ai besoin de boire un drink avec mes amis ou je peux aller prendre un café? Est-ce qu'on peut faire d'autres genres d'activités? Est-ce que je peux aller voir mes amis puis pas boire pendant qu'ils boivent puis ça va être correct? Puis une fois qu'on prend cette réflexion-là, ça aide à faire des choix par la suite. Fait que c'est pas dogmatique, c'est pas autoritaire, c'est pas la boisson c'est mal. C'est juste si vous avez envie d'en profiter plus longtemps, d'avoir un rapport avec un petit peu plus de contrôle avec tout ça, c'est peut-être l'occasion de prendre une petite pause. C'est pour ça qu'on est là. Votre sobriété, Dany, a néanmoins provoqué des bouleversements là, dans votre vie. Ça n'a pas été la joie instantanément. Non, moi, c'était très, très, très festif avec la boisson. Puis je vous dirais que ça a été un gros apprentissage. C'est une grosse béquille, hein? Ouais. Pour moi, là, l'anxiété sociale, 2 verres de vin blanc, c'était réglé. La petite gêne, j'ai pas l'air gêné comme ça, là, mais moi, je suis assez timide dans la vie, là. Je suis pas le genre de gars qui se met sur une boîte de pommes puis qui commence à chanter au Canada, là, tu sais. Je suis assez discret, mettons. D'accord. Fait que je dirais que la boisson, c'est un peu un outil pour me sentir mieux. Puis je me suis trouvé d'autres astuces avec le temps, mais c'est difficile de le faire à froid. Tu sais, moi, j'ai pas fait de mouvement non plus. Au pic de ma consommation, moi, je buvais 30 à 40 drinks par jour, là, ça y allait. Là. Tu sais, ça commençait le matin. Toujours dans un mode festif, hein. Puis à un moment donné, tu crées des activités
Puis ça finit par, tu sais, ça commence à 11h le matin, ça finit à 3h du matin, puis rinse and repeat. Fait il y a personne qui est à l'abri de ça. Moi, je me suis jamais ramassé vraiment déchéant en dessous d'un caniveau. Là, j'ai toujours été extrêmement fonctionnel. Je suis un des chanceux. Mais je vous dirais que ça a été un apprentissage. Puis même encore aujourd'hui, après 10 ans, tu sais, je vous dirais que dans un party où le monde boive solide, je reste pas longtemps. Ça me tente pas de voir ça. Je suis un peu écœuré. En tout cas, vous faites un excellent ambassadeur. Moi, je rappelle aux gens là, qui veulent s'inscrire, ils ont qu'à aller sur le site de la Fondation Jean Lapointe. Oui. Ça se passe en janvier, février, le défi 28 jours sans alcool. Dany Saint-Pierre, c'était un plaisir de jaser avec vous. Avec plaisir. Allez voir. Vous pouvez même vous abonner sans équipe sous les ambassadeurs. Les sous vont à la bonne place. Oui. C'est important. Personne n'est à l'abri. Puis si on veut pas participer, on peut même faire un don, tout simplement. That's it. Voilà. Participez à votre façon. Merci beaucoup. Merci. On est de retour avec Clara Maté-Genet. Clara, jeudi dernier, c'était la grande guignolée des médias. Vous êtes allée faire un tour sur le terrain. Oui, Claude, donc c'est la grande guignolée pour les banques alimentaires Moisson tout le mois de décembre. Mais jeudi dernier, c'était la grande collecte. Peut-être vous avez vu sur la route les bénévoles qui bravent le temps froid pour récolter des dons. Je vous propose un petit compte-rendu dans notre reportage de ce soir. Comme vous le savez, il y a une pression actuellement sur le réseau des banques alimentaires, donc les demandes sont en croissance. Juste pour vous donner un exemple, on recevait 25 000 demandes de ménage. Aujourd'hui, c'est 30 500 demandes, un an plus tard. C'est plus de 50 000 personnes par mois qui utilisent nos services. Donc, évidemment, là, c'est la grande période, c'est la période des fêtes. C'est là qu'on va essayer d'aller chercher le plus de sous pour pouvoir subvenir à tous ces besoins-là durant l'année, pour pouvoir être capable de répondre au maximum de nos capacités. Alors, la guignolée, comme vous savez, c'est tout le mois de décembre. Puis, il y a plein d'initiatives durant la guignolée. Donc, vous pouvez aller sur le Facebook de Moisson-Laurentide. Vous allez voir, il y a plein de petites initiatives qui ont lieu. On est ouvert à recevoir tous vos dons. Il y a des points de chute un peu partout à travers la région. Nous, on reçoit des dons aussi du milieu corporatif. On a des partenaires avec des épiceries, avec toutes sortes d'entreprises. Ça, c'est déjà installé. Vous pouvez organiser vos propres collectes. On a une soirée où est-ce que les gens, pour 7 denrées, pouvaient manger au buffet des continents. Donc, ça, c'est une initiative qui est fantastique. Et là, on a amassé beaucoup de denrées avec cette initiative-là. Fait que ça, c'est un exemple d'initiative qui peut avoir lieu. Mais l'événement culminant, c'est le 4 décembre. Donc, c'est la guignolée des médias. Là, ça va être 2000 bénévoles qui vont être à l'extérieur. C'est dans 100 points de chute où ce qu'on va être là pour recueillir vos dons. Donc, c'est une immense chaîne de solidarité qui s'installe. Puis cette journée-là est vraiment particulière pour nous. Comme vous savez, on va ramasser plus d'1 demi-million pour pouvoir répondre à ces besoins-là, comme on disait avant, qui sont extrêmement grandissants actuellement. Pour moi, la grande guignolée, ça a toujours été quelque chose que je voulais m'impliquer au fil des années. J'ai des amis qui m'ont sollicité cette année pour le faire. J'ai trouvé que c'était une bonne idée, malgré la température, mais pas grave, on est là, on est prêt, on est au combat, puis les gens donnent, c'est le fun. C'est le fun de savoir qu'on fait une différence aussi pour les gens de la région des Laurentides. Ça se passe très bien, puis on a aussi la super machine pour récolter des dons par carte. Donc, c'est sûr que d'avoir des sous, c'est bien. Si vous n'avez pas de sous, vous pouvez donner toujours par carte. Puis là, les gens donnent surtout grâce à ça. Donc, c'est très le fun. Une donnée qui est intéressante, c'est que pour chaque dollar que vous donnez à Moisson-Laurentide, c'est 12 $ en denrées qui vont être redonnées après ça à la communauté. Fait que vous imaginez l'impact de votre don à cause de la structure, la façon qu'on a structuré les activités de Moisson-Laurentide est décuplé. Puis l'impact est vraiment plus important. Puis c'est un beau temps aussi pour se sensibiliser à tout ce que les gens vivent actuellement. Puis la population peut contribuer puis faire partie de la solution. Moi, je suis fasciné de voir à quel point c'est une gestion opérationnelle qui est vraiment complexe. C'est comme une espèce de... Jessica, qui travaille sur la grande guignolée, disait c'est comme un Tetris, des morceaux qui s'installent l'un après l'autre, puis tout fonctionne ensemble, puis c'est vraiment ça qui se passe. Fait que moi, je sens la frénésie, il y a une énergie débordante dans le bureau, puis dans nos partenaires. J'ai rencontré des partenaires hier, les gens ont hâte, les gens attendent la grande guignolée. Fait que il y a quelque chose de vraiment beau dans cet événement-là. Je pense qu'il y a des moments difficiles pour des gens. Je pense qu'il faut pas juger ça parce qu'on est tous pas loin des fois de vivre des situations complexes comme ça. Mais de savoir que la population est avec nous, que le milieu corporatif, que les politiciens, que les médias, que tout le monde est ensemble pour agir sur cette situation-là, même je trouve ça merveilleux. Puis je vous remercie tout le monde.
Voilà, Claude, donc juste à savoir quel montant a été accumulé, amassé cette année. Il est encore possible de faire des dons dans le cadre de la Grande Guignolée tout au long du mois de décembre, donc en ligne, sur le site de Moisson Laurentide, par texto et dans certaines épiceries participantes en denrées alimentaires. Merci Clara, on se revoit demain. À demain, Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Fripez-vous suit à l'instant. Je vous rappelle que vous pouvez consulter l'ensemble de la programmation sur notre site web et surtout regarder nos émissions sur notre chaîne YouTube. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne.